vous préviens les gens, si vous n'avez pas encore regardé Game of Thrones, quittez cette vidéo, il va y avoir du spoil violent, quoi. Il va vraiment y avoir du spoil sa mère. Donc du coup les gens, on a tous vu Game of Thrones, c'est de la tuerie. À part pour la plupart des gens qui n'ont pas aimé forcément la dernière saison, mais bon, moi j'ai bien aimé, puis je comprends, vu que je connais à peu près l'histoire globale de Game of Thrones, pas uniquement Game of Thrones, mais ce qui entoure Game of Thrones. Je me suis renseigné sur ce qui s'est passé avant, je peux comprendre certaines choses de la dernière saison, même si beaucoup de personnes ne l'ont pas apprécié. Bref, tout ça pour dire que George Martin, le créateur de Game of Thrones, s'est inspiré énormément de faits réels qui se sont passés dans notre monde, quoi, sur notre planète, sur notre chère petite planète. Il s'est inspiré énormément de faits réels et du coup justement nous allons retracer les événements historiques qui ont inspiré Game of Thrones ensemble. Attendez-vous à être surpris de certaines choses ? Alors déjà il faut savoir quelque chose, la guerre des 5 rois qu'il y a dans Game of Thrones a été inspirée de la guerre des 2 roses. Alors la guerre des 2 roses, qu'est-ce que c'est ? La guerre des 2 roses, c'est une guerre civile qui touche l'Angleterre dans la deuxième moitié du 15e siècle. Elle oppose la famille de Lancastre et des York. Tous deux ont pour blason une rose, rouge pour les Lancastre et blanche pour les York. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Bref, 2 grandes familles avec un blason rouge et blanche qui vont devenir ennemis. Vous l'aurez compris, les Lancaster égale les Lannister et les York égale les Stark. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire de la guerre des 2 roses, étant donné qu'elle est vraiment longue, vraiment grande, mais quand on l'écoute, cette histoire, on peut voir énormément de liens par rapport à Game of Thrones, énormément de liens. En tous les cas, je vais vous mettre si vous voulez lire l'histoire entière, je vais vous mettre l'histoire dans la description. Donc vous allez tout en bas de la vidéo, là, vous regardez la description et vous verrez que l'histoire se rapproche énormément de Game of Thrones. Dans la guerre des 2 roses, on fait un lien énorme entre les personnages historiques aux personnages fictifs de Game of Thrones. On découvre aussi Marguerite d'Anjou à Cersei Lannister. Ces 2 femmes poursuivaient leur chasse du pouvoir à tout prix en voulant exercer la fonction du roi à la place de leur fils et n'hésitaient pas à écarter les conseillers de ce dernier pour ce faire. Cersei possède également des traits d'Elizabeth Wondeville. Par exemple, Edward IV qui part venger son père décapité est la version historique de Robb Stark. Ralliant les maisons du Nord pour venger Edward Stark à la suite de son exécution, les 2 finissent d'ailleurs avec leur tête sur des pics. Déjà vous voyez, il y a déjà pas mal de rapports, juste en citant quelques personnages, mais pour vous dire, il y en a encore énormément plus. Il y a encore des tonnes de parallèles à dresser entre l'histoire et l'œuvre que vous pouvez découvrir dans des livres d'histoire générale sur la guerre des 2 roses. Vous y découvrirez par exemple que Tywin Lannister ressemble très fortement à Waverick, le faiseur de rois. Les 2 mariant leur fils à un usurpateur après s'être distancés du précédent roi. La rivalité entre les frères Baratheon, Stannis et Rhaenys est inspirée de la séparation des forces de York entre Edward et George. Stannis comme Richard dénonce l'inceste, résultant en enfant illégitime. Marguerite Tyrell se rapproche de Anne Neville, dont le premier mariage ne fut jamais consommé, l'obligeant donc à se remarier pour avancer politiquement. Jaime Lannister comme Gonj von Berlichingen se retrouve avec une main en acier, etc., etc., etc. Voilà, donc il y a énormément de personnages qui se rapprochent de la série. Après, comme je vous le dis, si vous voulez regarder carrément à mon avis, il doit y avoir un bon gros Wikipédia que je vous mets ici s'il y en a un, mais à mon avis, il doit y en avoir un énorme. Sur la guerre des 2 roses, si vous êtes chaud pour lire énormément toute l'histoire, qui est énorme, parce qu'elle dure longtemps l'histoire. Vous lisez ça, mais vous allez voir, vous allez dire, mais c'est Game of Thrones, mais c'est Game of... J'aurais regardé ça, j'aurais pas regardé Game of Thrones. Non, pas à ce point-là, mais il y a pas mal de rapprochements. C'est clair qu'on est sur énormément de rapprochements. L'histoire de la guerre des 2 roses est complexe et nécessite de pouvoir repérer des dizaines et des dizaines de personnages historiques. Mais comme vous avez pu le voir, même avec un survol de cette histoire, on peut déjà dresser plusieurs portraits ressemblant comme 2 gouttes d'eau à leur double fictif. La plupart d'entre eux ne sont cependant pas de simples calques, mais plutôt des mosaïques de plusieurs personnages historiques. Tywin Lannister est un tiers Richard, un tiers Waverick et un tiers fictif. Non seulement les personnages de Martin s'inspirent de vrais personnages, mais ce dernier les mélange pour créer des personnages intéressants et riches d'ambiguïté. Donc voilà pour la guerre des 2 roses, voilà pour l'histoire des 2 roses. Comme je vous dis, une fois de plus, je la mets pas complète parce que ça serait vraiment long. Mais par contre, et surtout que il y a bien d'autres youtubeurs bien plus habilités que moi pour vous raconter l'histoire des 2 roses. À mon avis, si vous cherchez, vous trouverez pas plus loin que ça, pas si loin que ça. Mais en tout cas, voilà pour l'histoire des 2 roses. On va maintenant passer au reste des comparatifs qu'il y a dans la série avec notre monde réel. Le mur de Westeros, le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien fut construit à partir de 122 par les Romains afin de couper l'Angleterre en 2 et protéger les côtes sud des attaques écossaises. C'était une frontière de pierre délimitant l'Empire romain, une fortification défensive mais aussi logistique qui servait de poste de contrôle pour la taxation des produits importés. Le mur, bien qu'en majeure partie démoli, existe toujours. C'est même le site le plus visité du nord de l'Angleterre. Très loin d'être aussi imposant que le mur de Game of Thrones, le mur d'Adrien est
tout de même une construction titanesque de plus de 4 mètres de haut sur près de 3 mètres de large et parcourant quasiment 120 km. Une construction monumentale à la hauteur de l'empire qui contrôlait à cette époque un territoire s'étendant de la Mésopotamie au Portugal, de l'Égypte à Byzance et d'Afrique du Nord à ce fameux mur. Pour un soldat gardant ce mur, c'était la fin du monde tel qu'il le connaissait. George Martin raconte que l'idée du mur Westeros lui est venue lors de sa visite du mur Hadrien. J'essaie de m'imaginer à la place d'un légionnaire romain en garnison, quelqu'un qui pouvait venir d'Italie. Tu es là sur ce qui est censé être le bord du monde et tu vois des collines et des forêts au-delà. Quel ennemi peut sortir de ces bois ? Qu'est-ce qui va surgir de derrière ce mur pour t'attaquer ? Ce fut un moment très profond qui éveilla quelque chose dans mon imagination. On remplace légèrement les mesures pour en faire une muraille de glace de plus de 200 mètres de hauteur et on enlève les Écossais pour y mettre des sauvageons et des marcheurs blancs revenus d'entre les morts. La deuxième version est plus effrayante, mais la prochaine fois que vous verrez Jon Snow du haut de son mur, dites-vous bien que les soldats romains de l'époque devaient ressentir cette même crainte de l'inconnu. Voilà pour le mur. Donc déjà, ouais, le mur, en gros, il existe en vrai. Enfin, il existe en vrai. Il s'est inspiré d'un mur qui existe en vrai et c'est vrai que ce mur, j'en avais jamais entendu parler. Au niveau mur, je connais la muraille de Chine comme tout le monde, mais ce mur-là, j'en avais jamais entendu parler. Dans la description, vous mettez si vous le connaissez. Ça me ferait au moins un commentaire. Les noces pourpres, inspirées du Black Dinner et du massacre de Génocole. Alors là, on va passer au moment de Game of Thrones qui m'a le plus... où j'étais le plus en mode... Quand l'épisode se termine, t'as pas compris en fait ce qui s'est passé. Tu remates juste la fin pour voir si t'as bien vu ou si tu t'es imaginé des trucs dans ta tête. Le massacre des noces pourpres de Game of Thrones. Un des épisodes les plus choquants, je pense, parmi toutes les séries qui existent. Et pareil, ça a été inspiré de faits réels. Donc comme je vous l'ai dit, ça spoil à mort. Hein, donc ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, décampez quoi. Décampez de là. Et revenez une fois que vous aurez vu Game of Thrones. Comme ça me prend des likes. À partir du moment où Martin savait qu'il écrirait au minimum 3 livres, il savait que le 3e se clôturait par cet événement. Dans la série, il s'agit du 9e épisode de la 3e saison qui reste encore l'un des épisodes les plus choquants de la télévision. Ce n'est pas la scène la plus gore de la télévision ni la plus violente, mais c'est celle qui vous retournera les tripes comme rarement si vous n'êtes pas au courant de ce qui y arrive. Les noces pourpres ou Red Wedding sont donc inspirées par ces deux événements. Vous allez vite comprendre le parallèle avec le dîner noir. Après la mort du roi d'Écosse, Lord William Criston devient gardien d'Élenbourg, maître de la maison royale et chancelier d'Écosse, alors que James II, le nouveau roi, est encore un enfant. La mainmise sur le pouvoir est disputée entre Criston et Alexandre Livingston qui tous deux veulent s'emparer de la maison Douglas. Cette dernière est maintenant régie par Archibald Douglas. En attendant que le jeune roi soit assez âgé pour gouverner en 1440, Criston décide de calmer les tensions et envoie des invitations au jeune fils d'Archibald Douglas. Tous deux encore adolescents, même si ce contexte n'existait pas encore à cette époque, pour venir manger en compagnie du jeune roi James II au château d'Élenbourg. Une fois à table, une tête de taureau noir est apportée, symbole de mort. À la vue, les frères savent ce que cela implique. Après le repas, les membres du clan Douglas furent emmenés dehors alors que des tambours commencèrent à retentir. Ils furent accusés de trahison, massacrés et décapités, leurs cris perdus dans la musique. Avec du recul, beaucoup pensent que le réel responsable est Alexandre Livingston et que Criston n'était que l'exécuteur du plan, comme Walder Frey l'est pour Stannis Lannister dans Game of Thrones. Donc voilà une des deux histoires qui a inspiré Martin pour les noces pourpres. On va maintenant passer, c'est hard, hein, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé en gros dans Game of Thrones. On va passer à la deuxième histoire maintenant, vous allez voir. C'est hard aussi. Le deuxième événement. Le deuxième événement ayant inspiré les noces pourpres s'appelle le massacre de Glencoe. Toujours en Écosse, mais cette fois en 1692. Encore une rivalité, mais cette fois entre deux clans, les MacDonald et les Campbell. Deux grands clans d'Écosse se querellant pour le soutien à la couronne. Fin janvier 1692, plus de 120 hommes du clan Campbell dirigé par Robert Campbell arrivent à Glencoe et demandent refuge aux MacDonald pour se protéger d'un blizzard. Les MacDonald, malgré qu'ils soient en conflit, finissent par offrir l'hospitalité. Et les soldats Campbell sont restés avec eux pendant près de 2 semaines, fraternisant avec le clan ennemi. Il faut savoir que tout comme dans Game of Thrones, la loi de l'hospitalité était quelque chose de sacré au Moyen-Âge et il était très mal vu de refuser d'aider son prochain dans ce genre de situation, quelle que soit la provenance. Après une bonne soirée, le capitaine Durmont du clan Campbell arrive et ordonne l'exécution de tous les hommes du clan MacDonald. La nuit tombée et les hommes endormis, les Campbell prirent les armes et massacrèrent autant d'hommes MacDonald que possible. Ceux qui se sont enfuis sont morts dans la tempête glaciale qui perturbait alors la région. Jusqu'à ce jour, le nom de Campbell est considéré comme maudit par certains Écossais et l'auberge de Glencoe interdit toujours l'entrée à quiconque portant le nom de Campbell, alors qu'on est en 2020. Comme quoi c'est chaud, hein. Au final, ils ont été sympas, ils les ont invités chez eux en mode vous avez crevé dans le froid, venez, allez hop. On vous offre l'hospitalité et ils sont tous fait zinguer dans la nuit quoi. C'est vraiment... C'est quand même des grosses les Campbell hein. À cause d'eux on a failli pas avoir de McDo.
Ça aurait été chaud. Ouais, elle était pourrie celle-là, je sais. Si vous avez lu le 3e livre ou vu la 3e saison, vous avez déjà compris depuis longtemps que ce sont ces événements qui ont inspiré George Martin à faire massacrer Robb Stark, sa femme Catelyn Stark et la plupart de ses hommes qui étaient venus profiter du festin offert sous la loi de l'hospitalité par Walder Frey. Beaucoup ont été choqués de voir le résultat de cette inspiration, mais l'histoire réelle est encore bien plus sombre. Voilà, ça craint quand même. Ça rigole pas, hein. Que ce soit dans Game of Thrones ou dans la vraie vie, parce que c'est passé en vrai au final. Religion de R'hllor. Zoratrisme. Le concept de la pensée de Mélisandre n'est pas éloigné du zoratrisme. Le monde de Game of Thrones, tout comme le nôtre, est riche de différentes religions et mythologies qui donnent un chemin à ceux qui n'en ont pas. Dans la série, Mélisandre, la prêtresse rouge d'Asai, prie le dieu de la lumière, R'hllor, qui n'a qu'un seul adversaire, l'identité du mal qu'on nomme l'autre. Le concept de base de cette pensée n'est pas très éloigné du zoratrisme, qui a posé les bases du monothéisme avant le judaïsme, le christianisme et l'islam, où le feu est le principal symbole divin. Les deux religions partageant un dieu unique en lutte éternelle avec son opposé. Dans la vraie religion, ce dieu s'appelle Ahura Mazda et se manifeste par le feu. Les serviteurs de la foi du zoratrisme étudient également les flammes en tant que source de sagesse et d'éveil spirituel. Voilà, comme quoi au final, on voit quand même pas mal de ressemblances. Là c'est exactement pareil, le dieu c'est le feu et apparemment, il me semble même, je veux pas dire de conneries, mais il me semble même que dans Game of Thrones, le dieu du feu là, R'hllor, de la région de R'hllor là, et ben le dieu du feu, il me semble que tous les dieux de Game of Thrones, c'est le premier truc qui a existé, c'était ça en gros. À l'époque des Khal, quand il n'y avait pas encore Westeros, tout début avec des géants, etc. Et après il y a eu les Khal. Daenerys Targaryen. Cléopâtre VII. Cléopâtre VII, représentante de la fin de la famille des Ptolémées, cette famille qui venait de Macédoine, mais qui par la suite réussit à diriger l'Égypte pendant 300 ans, a aussi pour tradition de se marier entre eux et de garder le pouvoir dans la famille. Après la mort de son père, elle tente de trouver des alliés et se lie avec Jules César, de qui elle aura un fils. Après la mort de César, elle se retrouve livrée à elle-même alors que son règne est en danger. Par tout ce que l'on sait d'elle, elle est intelligente, sans pitié, n'hésitait pas à utiliser de ses charmes pour manipuler son entourage. Comme Cléopâtre, Daenerys est intelligente, sans pitié et sait faire jouer sa beauté en sa faveur. Vous l'avez compris, Cléopâtre est la source d'inspiration principale de Daenerys Targaryen. Comme Cléopâtre, elle est l'une des dernières survivantes de sa dynastie, une dynastie qui vient d'un pays étrange à Westeros, mais qui gouverna quand même les continents pendant 300 ans. Après la mort de son père, elle fut envoyée à Essos à la recherche d'alliés. Après son mariage à Khal Drogo, le grand chef d'Othraki, elle tombe enceinte. Malheureusement, Drogo meurt et elle se retrouve livrée à elle-même, tout comme Cléopâtre. Daenerys est intelligente pour son âge, sans pitié et sait faire jouer de sa beauté en sa faveur. Voilà pour Daenerys, donc vraiment Cléopâtre, j'avais jamais fait gaffe. En même temps, Cléopâtre, j'ai pas trop suivi son histoire parce que j'aime bien l'histoire, mais Cléopâtre, je connais pas oufement son histoire. Après, ce que je vois là, c'est Daenerys. Ce qu'on voit là, elle a exactement le même truc, sa famille qui tient pendant 300 ans le royaume, comme les Targaryens qui ont tenu 300 ans le trône. Avant que Ned Stark et Robb Stark dégagent les Targaryens un peu dans la rébellion contre le roi fou. Voilà quoi. C'est pareil. Théon Greyjoy, Georges Plantagenet. Georges Plantagenet était le frère d'Édouard IV. Maison York comme vu dans la guerre des Deux Roses, si vous voulez aller regarder le Wikipédia. Lorsque la guerre des Deux Roses éclate, il suit son frère mais finit par le trahir et rejoint les Lancastre. Une fois la guerre finie, Georges fut exécuté pour trahison. Théon Greyjoy commence la série en étant l'otage d'Eddard Stark, suite à la rébellion du père de Théon, Balon Greyjoy. Il passe la majeure partie de sa vie à Winterfell et devient très proche de Robb, qu'il considère comme son frère. Lorsque la guerre des 5 rois commence, Théon devient l'un des conseillers les plus proches de Robb. Ce dernier l'envoie vers son père pour convaincre celui-ci de l'aider à combattre pour le compte de Robb. Comme Georges, Théon trahit son frère, en changeant de camp. Il ne sera pas exécuté pour trahison, mais il aurait sans doute préféré. Alors là, on peut dire ce qu'on veut, c'est la même histoire. C'est chaud quand même de voir tous ces rapports qu'il y a entre les personnages. C'est vrai qu'il y en a énormément. En plus, regardez, il a exactement la même gueule que Théon, quoi. Il a exactement la même gueule que Théon, il a la même histoire que Théon. C'est clair qu'il y a eu de l'inspiration qui a été prise par-ci par-là, hein, Georges Martin. T'es moins le malin, là, hein. Édouard de Westminster. Geoffrey Baratheon. Édouard de Westminster, fils de Henri VI et de Marguerite d'Anjou, qui a inspiré Cersei Lannister, fut souvent le sujet d'une rumeur comme quoi il serait le fils illégitime. Il arriva exactement au moment où la reine avait désespérément besoin d'un héritier mâle. Il ne partagea pas que ça avec Geoffrey. Comme le petit blondinet que vous adorez certainement, il avait un penchant pour tout ce qui était sadique. Son passe-temps favori, les décapitations. L'ambassadeur du bûcher de Milan à la cour de France écria qu'Édouard de Westminster
À 13 ans, il ne parla que de découper des têtes et de partir en guerre, comme s'il avait un contrôle absolu sur le monde ou qu'il était un dieu de la guerre. Comme Geoffrey, il est mort jeune. Mais pour sa mort, Martin s'est inspiré de la mort du prince Eustache IV de Blois, qui serait mort empoisonné lors d'un festin. Bon voilà pour Geoffrey, ceci dit, on a tous fait une petite danse, je crois, pendant qu'il était mort devant notre télé. Je sais pas vous, mais moi c'est ce que j'ai fait. Alors pour la fin, je vous ai gardé quelque chose. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin, entre guillemets bien sûr. Mais dès que vous allez voir ce que c'est, vous allez tous faire « Ah ouais !» Donc déjà pour commencer, on va tous regarder cette carte. Alors cette carte-là, qui apparaît ici, c'est, vous le connaissez tous, c'est Westeros, quoi. C'est la carte de Game of Thrones, vous allez dire. Bon, même s'il n'y a pas que cette partie-là dans Game of Thrones, mais la plupart parties de Game of Thrones se passent ici. À part quand on voit les cales, ça se passe à droite dans, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Essos, je crois, ou je sais plus. Mais en tout cas, là, nous sommes sur les terres de Westeros. Voilà, ici, là, tu vois, ici, c'est ça c'est Westeros, ça, tu vois. Si je le prends, je le bouge comme ça, là, c'est Westeros. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais vous dire quelque chose, maintenant que vous avez vu cette carte, que vous dites, ouais, c'est la carte de Game of Thrones. Un truc qui est tout con, même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai jamais pensé, mais ouais, en fait, ouais. Alors maintenant, on va faire un truc. On va essayer de voir si je peux le faire directement là. Alors, comment je pourrais faire pour vous faire montrer ça? Alors, vous connaissez tous le Royaume-Uni, quand même, hein? On a tous fait un peu d'histoire, de géographie, etc., etc. Bah bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Royaume-Uni. Voilà, vous voyez, on va le faire apparaître ici, le Royaume-Uni, là. Vous voyez, alors ça, c'est le Royaume-Uni. Donc il y a plusieurs parties. Il y a le Royaume-Uni et il y a une autre partie qu'on va rajouter dessus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le Royaume-Uni et on va reprendre Westeros qu'on va ramener ici. Vous voyez pas une petite ressemblance? La géographie allant de pair avec l'histoire. On vous propose également de découvrir d'où vient l'idée même de Westeros, le continent où se déroule la majorité de l'intrigue de la série. Il s'agit en fait d'une version légèrement modifiée de l'Angleterre à l'envers, avec l'Irlande à son sud. L'emplacement du mur se cale même sur le mur d'Adrien. Les similitudes parlent d'elles-mêmes. Par exemple, les 4 doigts du centre-est de Westeros correspondent aux comtes de Caer et de Cork, en Irlande. Comme quoi, pour créer la carte d'un monde fantastique, il suffit de retourner un atlas. Comme George R. Martin l'explique, une œuvre de fiction doit refléter la réalité, une fiction est un mensonge, mais elle doit contenir une vérité en son cœur. Passionné par l'histoire, depuis toujours, l'auteur ne s'est jamais caché de ses inspirations et souligne que c'est grâce à cela que ces personnages ont évolué de façon si intéressante au fur et à mesure du développement de la narration. Et voilà les amis, donc du coup c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour les ressemblances avec Game of Thrones. Donc forcément Game of Thrones j'adore, mais si vous voulez que je vous conseille une chaîne, je vous la mets juste ici là. Ce mec là, j'ai regardé ses vidéos et en fait c'est comme ça que j'ai appris énormément de choses que j'aurais jamais appris parce que moi de toute façon prendre un livre et lire c'est vraiment pas mon truc. Ce gars là explique énormément de choses sur Game of Thrones qui sont très intéressantes. Il explique aussi la conquête d'Aegon Targaryen et tout ce qui s'est passé avec les Targaryens, tous les rois qu'il y a eu du début de la conquête d'Aegon jusqu'au début de l'événement de la série. Donc c'est vraiment, voire même il explique encore plein de trucs sur la série qu'on sait pas, qu'on connaît pas. Mais c'est vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que Game of Thrones, ce qu'on connaît de Game of Thrones, c'est ça quoi. C'est ça sur ça. En fait, nous on a vu une petite partie, un film de Game of Thrones. Après, je sais pas si vous êtes chaud pour aller... Enfin, je vous dis de regarder ses vidéos parce que il fait vraiment de très belles vidéos. Il explique vraiment bien et c'est vraiment super bien foutu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu qu'il voulait faire un spin-off là justement sur la conquête d'Aegon Targaryen. Moi, je connais l'histoire vu que j'avais regardé ses vidéos. Mais si vous voulez pas trop vous spoil le cul avant d'arriver sur la conquête d'Aegon Targaryen, regardez pas juste la partie Targaryen quand il parle d'Aegon et de ça, regardez pas parce que au final si le spin-off sort vous allez déjà tout connaître ce qui se passe. Moi je sais tout ce qui se passe sur les Targaryens, donc du coup le spin-off il va sortir, je vais regarder mais je vais savoir ce qui va se passer. Donc si c'est pour vous spoiler ça vaut pas le coup, mais quand même ce mec là explique plein d'histoires, après il y a plein de trucs hors série etc qu'on ne verra jamais dans tous les cas. Donc allez quand même jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Voilà, donc sur ce moi je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. Logiquement, je vais essayer de faire un nouveau format de vidéo comme je vous ai expliqué à la vidéo précédente de la semaine dernière. On verra ce que ça donne, on verra si j'ai le temps de le faire ou si je ressortirai une vidéo de ce style-là. On verra bien ce qui se passera, mais moi je suis pas au courant car dans tous les cas je parle de ça, mais c'est dans 3 semaines. Pour de la date où je tourne là. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe et mettez un like si ça vous a plu, vous vous abonnez, vous me faites un gros bisou et puis voilà, hein, vous m'envoyez une photo avant comme d'habitude. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine et puis voilà, on se fait ça, on se fait un repas de C4, on se fait une petite bouffe, on se fait un truc, là c'est l'hiver, on va se faire une raclette
Et voilà, tous ensemble, hey, hey.